Vous êtes un philosophe très attaché à la défense de la laïcité. Vous avez d'ailleurs créé une formation de référent laïcité à la Sorbonne. Alors évidemment, ce sujet, il a eu l'objet de multiples polémiques. Cette semaine, on a vu d'ailleurs Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, pointer du doigt l'influence de l'islamo-gauchisme dans les universités. Mais beaucoup disent que c'est un fantasme, que ça n'existe pas. Le CNRS d'ailleurs dit que ce concept d'islamo-gauchisme n'a aucune réalité scientifique. Elle est menacée, l'université, à vos yeux? Je pense qu'il menace l'université pour une part, qu'il faut être très très vigilant. C'est quoi? On peut le définir très simplement. Il y a trois idées, pour le dire très simplement. Première idée, l'islam est la religion des opprimés. À partir du moment où on dit que l'islam est la religion des opprimés, ça veut dire que pour un gauchiste qui est plutôt athée, on peut abjurer cette détestation de la religion en disant c'est des opprimés, donc il va falloir les soutenir. Deuxième idée, cette religion des opprimés produit justement une force révolutionnaire. Une force révolutionnaire que nous n'avons plus en Europe. Et donc, il faut importer cette force révolutionnaire. Pour un gauchiste, ça veut dire que ça permettra de faire la révolution. Donc, il faut d'une certaine façon importer du prolétariat, d'où la grande faveur que l'islamo-gauchisme a à l'égard de la migration. Et troisième idée, c'est considérer que finalement, les attentats, c'est des tueries, c'est bien dommage, mais au fond, c'est de la légitime défense par rapport à un impérialisme dominant contre lequel il faut lutter. Donc voilà les trois idées structurelles de l'islamo-gauchisme, donc ça existe. Il y a des figures, une figure historique bien connue, typique, Carlos, le terroriste, qui était gauchiste au début, et ensuite se convertit à l'islam. Mais dans les universités, là, ça mérite de faire une enquête, on en est là, ça ne met pas en cause la liberté de recherche. On travaille sur la discrimination, ça veut dire qu'on est complice de Votre question est tout à fait légitime, et je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Les débats d'idées, qui sont légitimes et qui doivent avoir lieu. Moi, je n'ai pas peur de polémiquer avec des islamo-gauchistes, parce que là, ça sera un affrontement, et il n'y a pas de raison que le pouvoir politique s'implique. Après, il y a des pratiques. Et ces pratiques, c'est quoi? C'est de la censure, c'est de la pression, c'est de l'uniformisation des départements. Là, c'est périlleux. Là, il y a un véritable danger. Il y a des conférences qui ont été annulées. Il y a des spectacles qui ont été perturbés. Ça, c'est comment on fait? Il faut une enquête? Il faut que le ministère... Alors, moi, je pense qu'il faut une instance qui ne soit pas une enquête du CNRS, parce que le CNRS est lui-même taraudé par l'islamo-gauchisme, donc le truc est délirant, pardon pour ma ministre, mais je trouve ça vraiment idiot. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une instance, comme il existe le Haut Conseil de la laïcité dans l'éducation nationale. Quand il y a des problèmes, moi, je ne sais pas si ces problèmes sont graves. Je veux dire, je vois des choses autour de moi, mais je n'ai pas les moyens d'enquêter. Donc je ne vais pas dénoncer mes collègues, le dire quoi que ce soit. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une instance qui ait la capacité de dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est dans les clous de la loi, est-ce que c'est pas dans les clous de la loi, simplement pour arbitrer. Les présidents eux-mêmes ne peuvent pas le faire parce que eux, ils sont dans une logique politique avec des forces en présence avec lesquelles ils doivent arbitrer.